Salut Franck, Bonjour César, bonjour à tous. salut à tous, ravi de vous retrouver. On va aujourd'hui parler du nouvel Eldorado boursier, le marché coréen qui va être le nouveau marché japonais. Il va y avoir plein de choses à dire. On va parler de pourquoi est-ce que c'est un marché qui semble hyper pertinent. Comment est-ce qu'on peut créer un compte pour pouvoir trader sur ce marché, sachant que c'est pas enfin, trader, investir sur ce marché, sachant que c'est pas forcément évident. Et on va parler un petit peu aussi de certaines valeurs, des ratios et évidemment des limites, il y en a toujours. Moi, j'ai une première question à te poser, Franck. Comment est-ce que tu t'es intéressé au marché coréen? Bonne question, c'est en fait quand je regardais toujours, quand je faisais tourner des screeners, quand je détectais des boîtes qui étaient sympathiques et tout, à chaque fois, t'avais des boîtes coréennes qui ressortaient, à côté des boîtes japonaises, mais les ratios des entreprises coréennes étaient encore plus, euh, plus décotés, c'était encore des ratios plus intéressants. Et je me disais, bon, laisse tomber, c'est pas possible, je laisse tomber la Corée, je sais que c'est inaccessible, on n'arrive pas à vous trouver de courtier. Donc à chaque fois, je savais qu'il y avait des décotes très importantes, mais j'y allais pas. Et j'ai eu, Ouais, en fait, juste pour l'anecdote, j'ai eu un déclic. Bah, allez, je vais quand même chercher. Je suis allé sur Twitter. J'ai demandé à la communauté FinTweet, comme on dit, vous connaissez les courtiers où on peut investir? Et tout de suite, en quelques minutes, j'ai eu trois réponses et je me suis lancé. Donc, des fois, toi, t'es bloqué pendant des années, tu vois des opportunités, tu te lances pas. Il suffit de poser la question à des gens qui savent et tu trouves une solution. ouais, on va revenir sur le côté pratique de comment est-ce que tu as pu te lancer et quel est le courtier aujourd'hui que tu utilises. Avant ça, je crois que c'est Buffett qui, en 2004, déjà s'intéressait un petit peu au marché coréen. Et un des autres aspects qui a été très important, c'est finalement récemment la communication qu'a fait le gouvernement coréen sur un programme pour réduire ce qu'ils appellent la décote coréenne. On va peut-être pouvoir en dire un petit mot, mais qu'est-ce que toi, tu as retenu finalement de ce qu'ils appellent le Corporate Value Up programme? Ouais, en fait, le gouvernement japonais, parmi les pays, ça fait partie de la Corée. Au niveau institutionnel des pays émergents, mais je pense qu'on peut dire que c'est quand même un pays assez occidentalisé. Et parmi les pays de l'OCDE, c'est juste avant la Colombie, c'était le dernier pays le moins bien valorisé en price to book, donc en ratio fonds propres de mémoire, on était à 0,5 en moyenne. Donc quelque chose qui est pas envisageable en Europe. Donc ça s'appelle le Korean Discount. Donc en fait, toutes les boîtes cotées japonaises, en très grande, pas toutes, mais en très grande majorité, sont valorisées sous les fonds propres, alors que ce sont des entreprises en croissance, rentables. Donc le gouvernement japonais veut mettre des réformes en place, copie son cousin détesté mais adoré japonais, et ils ont vu que ça fonctionnait très bien au Japon, et je pense ils veulent faire quelque chose pour attirer plus d'investisseurs, augmenter les valos au bénéfice de tous. Ouais, en fait, le principe est simple, c'est de retourner plus de valeur aux actionnaires à travers la gouvernance. Et donc, tous les sujets dont on a déjà pu discuter pour le Japon, en fait, sont très vrais pour la Corée, même si on le verra sur la manière dont ils emploient aussi leur cash, il y a parfois des spécificités. Un autre sujet qui est Oui, hyper important, avant qu'on rentre vraiment dans la pratique de comment tu as pu créer ton compte avec ton courtier japonais, du coup, en Corée, tu vas nous en dire un mot. Mais avant ça, peut-être qu'on peut peut-être dire un mot des activistes qui sont de plus en plus nombreux en Corée, et forcément ça vient participer à cette nouvelle création de valeur. ouais, comme tu disais, bah, ça vient tout doucement. Comme tu disais, le gros problème, entre guillemets, c'est qu'il y a des actifs, il y a de la rentabilité, mais le souci, c'est un souci de gouvernance et de retour aux actionnaires. C'est vraiment c'est un peu la même chose de ce qui se passait au Japon. Tu as aussi des systèmes de participation croisés avec des gros holdings qui contrôlent un peu tout le reste. Donc, une fois que tu auras débloqué, incité, modifié ce problème de gouvernance, tu vas avoir, à mon avis, des upsides assez intéressants. Ouais, donc le programme s'appelle Value Up. J'ai pas tous les détails en tête, mais pour le moment, c'est assez doux. C'est pas très incitatif. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, ce sont plutôt des recommandations avec, je pense, je connais pas la culture coréenne, mais j'imagine que le fait d'être nommé, de citer, ça doit être assez proche de ce que du name and shame à la japonaise. Donc des fois, ça peut paraître subtil et très léger pour des occidentaux comme nous, Français, Européens, mais ça peut être assez puissant en fait de faire quelque chose de ce style listing des mauvais, Mauvais des acteur, ouais. mauvais, ouais, des mauvais acteurs, des moins bons élèves. Ouais. Et pour revenir, je crois que tu en avais parlé d'ailleurs sur le forum des deux bases, pour ceux qui sont membres et qui voudront aller regarder sur le thread autour de la Corée. Tu avais parlé de Palliser Capital, qui est un fonds activiste qui avait essayé de faire bouger une allocation de capital, je crois, de Keisei Electric Railway, en leur
en les poussant finalement à vendre leurs actions Oriental Land. Et je crois qu'ils avaient eu gain de cause, ou en tout cas qu'ils avaient eu une performance qui était assez intéressante. Donc on voit en fait que les Non, choses bougent. mais- non, ça c'est une boîte japonaise, mais oui, ils ont Mode galéré. japonaise. Je pense dans ce cas-là, c'est une boîte japonaise. Non, au Japon, en Corée, il y a quelques activistes qui sont arrivés, mais pour l'instant, c'est quand même assez, c'est mineur. C'est vraiment, pour moi, c'est le Japon de 2018-2019, avant que les réformes explosent et puis que tu as l'arrivée vraiment des capitaux occidentaux. Donc là, on est dans une phase qui est quand même, pour moi, c'est le début de la phase où tu as le plus de potentiel. Parce que tout est en place, les actifs sont là, la rentabilité est là. C'est juste, entre guillemets, qu'un problème de gouvernance. Il y a le gouvernement qui met les réformes en place, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc c'est une question de flux entrant de capitaux, de changement de réallocation du capital. Et ça peut aller assez vite, je pense. En 2-3 années, tu peux avoir des choses pas mal. Surtout que comme le marché japonais, c'est intéressant, le marché coréen, on oublie souvent, mais c'est quand même c'est une population équivalente à l'Allemagne, hein. On est de mémoire 80 millions d'habitants, donc c'est quand même assez grand, même s'il y a un déclin de la population. Et tu as aussi énormément de boîtes cotées. On parle de 2500 boîtes cotées. Donc C'est énorme. la France, c'est 3 fois la France. Donc en termes de profondeur de marché, il y a quand même des choses à faire. Donc non seulement il y a peu d'analystes, il y a beaucoup de boîtes peu suivies, mais tu as un potentiel, et un univers investissable très large. Et alors parmi justement les abonnés ou les non-abonnés qui nous rejoignent en cours de route et qui sont intéressés par le marché japonais ou qui ont déjà eu des actions sur le marché japonais et qui s'intéresseraient au marché coréen, est-ce que tu peux décrire un petit peu les démarches qui ont été les tiennes justement pour ouvrir un compte chez un courtier japonais pour être capable de traiter des actions coréennes? Ouais, déjà, règle numéro 1, on vous le rappelle, je vous conseille rien, je vous conseille pas de le faire parce que c'est quand même assez complexe et ça demande pas mal d'administratifs et surtout des flux sortants conséquents et qui sortent d'Europe. Donc moi, ce que fait, j'ai ouvert un compte chez un courtier basé à Hong Kong. À la base, qu'appartenait, tu avais raison, Ah oui, c'est à fait une boîte racheter. côté japonaise, ce qui n'est plus le cas. Donc maintenant, il y a quand même le risque qui est quand même plus important, entre guillemets. Moi, j'aimais bien que ce soit une boîte côté japonaise qui soit la maison mère. Ce n'est plus le cas, mais je suis quand même assez confiant. Donc la boîte, elle s'appelle Boom Securities. Donc il a fallu que je fasse des transferts par virement international bancaire. Donc le truc qui fait un petit peu peur. Donc il n'y a pas d'IBAN à Hong Kong. Donc c'était vraiment un virement Wise de mémoire. Je sais plus trop si c'était un virement. Je sais plus comment ça s'appelle les virements internationaux. Bref, c'est un Swift. virement interbancaire. Oui, Swift, exactement, Swift. C'est un virement Swift. Donc avec demande physique avec ma banque de faire le virement, etc. Réception des fonds après Hong Kong, 2-3 jours après, tu sais pas où c'est. L'ouverture de compte, j'ai envoyé tous les documents par courrier. Donc envoi par avion, etc. Retour 2-3 semaines après. Le service client après était très efficace, c'était très rapide. On est quand même sur un monde mi-moderne, mi-archaïque. C'était assez étonnant. Donc des fois on a l'impression qu'on est en retard en Europe et en Occident. Non, je pense qu'on peut ouvrir un compte en ligne en quelques secondes. Là, le fait d'être résident, moi je suis un résident fiscal allemand, européen, français, et ça a demandé quelques démarches, justification de mon domicile, etc. par mon expert comptable. Enfin, bon, plein de choses un peu atypiques, assez compliquées, mais je suis content, ça fonctionne très bien. Et là, j'ai un investissable maintenant qui est très très large. Je peux investir en Philippines, Malaisie, même si ça m'intéresse pas, et surtout en Corée. Je peux investir sur toutes les boîtes coréennes qui existent. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai un portefeuille d'environ 100 000 euros. En fait, c'est simple pour calculer ma performance. J'ai envoyé plusieurs montants. Et au total, j'ai 100 000 euros investis en Corée. Donc je peux très bien calculer la performance. À savoir qu'il y a beaucoup de frais. Il y a des frais à chaque fois que tu verses du cash avec des conversions euros en devise en won coréen. T'as des frais sur à chaque fois que tu perçois des dividendes, des frais de transaction assez importants d'environ 50 euros. Donc t'as des frais assez lourds. Mais j'estime que le coût en vaut la chandelle au regard des décotes importantes et des potentiels. Ouais, c'est ce que je crois que c'est ce que tu indiquais sur le forum. Au début, tu as été timide au regard de ton allocation de portefeuille au départ, et puis tu regrettais de pas avoir fait finalement des virements plus importants dès le début pour pas subir finalement les frais qui pouvaient être importants, que ce soit sur l'achat de titres ou les conversions. Mais c'est intéressant. En gros, ce que tu dis, c'est que le jeu en vaut largement la chandelle. Et justement, pour qu'on comprenne, c'est quoi aujourd'hui les indicateurs que tu regardes, et est-ce que tu peux nous parler ceux de ton portefeuille moyen? Ouais, bah en fait j'avais sorti, je l'avais même publié sur Twitter, donc pour vous dire, je vais le regarder en direct. Tac. En fait, le profil type de mon portefeuille aujourd'hui,
j'ai 10 lignes, 11 lignes. J'ai 11 lignes en portefeuille, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai 11 lignes en portefeuille en sachant que j'ai 2 lignes c'est des bourses régionales japonaises. Donc en fait, j'ai que 9 lignes coréennes. Euh, le profil type, je vais te faire la moyenne je vais te faire l'action moyenne. C'est pas une pondération, c'est pas écrit pondéré, mais c'est juste la moyenne. Donc la CB moyenne, la valorisation boursière moyenne, c'est 128 millions d'euros. J'ai une valeur d'entreprise négative de moins 7 millions d'euros. Donc la trésorerie nette qui couvre plus que largement en moyenne la valorisation boursière. Donc j'ai une valeur d'entreprise sur EBITDA négative de moins 0,2. J'ai un price earning ratio, un PE de 4,9. Donc j'ai aucune boîte en perte et le RAS est dans une fourchette de 2,3 fois les bénéfices à 7,4. J'ai une marge opérationnelle sur 5 ans du portefeuille à 8,9%. Donc c'est des boîtes qui sont euh, bien rentables pour des boîtes Ouais, industrielles. ouais. C'est quand même le haut du panier. C'est quand même pas évident à trouver en Europe sur des boîtes de croissance. J'ai un multiple de CA, donc price to sales de 0,6. Donc là aussi on est vraiment pas cher. J'ai un multiple de fonds propres de 0,4 en sachant que les fonds propres, généralement, c'est des fonds propres tangibles, il y a très peu d'intangibles. Et j'ai un rendement sur dividende de 3%. Donc voilà, tu vois le panneau, tu vois l'image, comment on dit, la big picture, là, c'est quand même, c'est des ratios, je pense que c'est impossible de trouver ça en Occident. Même au Japon, c'est compliqué maintenant. C'était possible il y a 4-5 ans, mais je pense que c'est la seule place où tu peux trouver ça hors Chine. Mais moi, j'investis pas en Chine pour des raisons géopolitiques, de respect du droit du droit de propriété. Je pense que Ouais. hors Chine et hors Occident, hors Chine, en Occident, tu peux pas trouver ces ratios-là. Donc c'est pour ça que je suis encore investi en Corée actuellement et que je suis très content. Donc tu disais capitalisation boursière moyenne de à peu près 100, un peu plus de 120 millions d'euros. Donc on n'est pas sur de la micro cap ou de la nano cap, mais on est sur de la small cap. Et donc je fais un petit clin d'œil à nos précédentes vidéos où on parlait des multibaggers en disant que bah, forcément le potentiel était forcément plus important dans des boîtes qui étaient de plus petite taille que des mastodontes qui font plus de 10 ou 15 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est des boîtes qui sont à la fois bourrées de cash et en même temps qui sont rentables. Donc qui sont pas en perte et qui ont des marges qui sont assez conséquentes. Et au vu du plan et en tout cas des recommandations qui sont faites par la Corée, l'idée c'est bah, de continuer à rapporter la valeur aux actionnaires, soit en augmentant le dividende, soit en faisant des rachats d'actions, soit en diminuant les participations croisées. On va en parler après un exemple très précis puisqu'on on va utiliser l'exemple d'une boîte sur laquelle tu as investi et tu as fait un point de détail assez récemment. Et justement, c'est quoi tout ce qu'on peut attendre de ces boîtes-là pour redonner de la valeur? Et en fait, le sujet numéro un pour moi, c'est le retour aux actionnaires. Parce que là, j'ai une boîte en portefeuille, on va en parler après, elle est valorisée entre 2 et 3 fois ses bénéfices. C'est pas des bénéfices one shot, donc c'est pas un ratio comme ça irrationnel sur une année, c'est vraiment des bénéfices qui sont assez récurrents, donc c'est pas une photo à un instant T. Et historiquement, cette boîte-là a reversé à peu près 10% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes et rachats d'actions. Et là, tu vois que sur les 2-3 dernières années, et surtout la dernière année, sans que ça soit non plus ça devienne un ratio dingue. Au lieu de passer de 10% de retour des bénéfices aux actionnaires, on est passé à 16%, donc 2 tiers en rachat d'actions et 1 tiers sous forme de dividendes. Donc souvent le marché, les investisseurs, ils regardent une photo one shot, ils regardent le rendement du dividende, donc ils disent bon ça bouge pas, ça reste à 2 ou 3%, donc c'est nul, je zappe. Mais si tu regardes la création de valeur, est là quand même, parce que quand tu as une hausse des fonds propres, un ROE supérieur à 10%, et que tu rachètes quand même des 3 à 4% de ton capital tous les ans, ça va finir par composer et la décote va finir par être tellement importante que l'élastique est trop tendu, il va forcément se détendre. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. C'est ce que je mise, pas seulement sur une boîte, hein, j'ai 9 boîtes coréennes, comme je disais, donc sur tout secteur confondu. Et dans le lot, je pense que je vais avoir quelques belles surprises. Bon, j'ai déjà eu 2 baggers, hein, donc même si c'est pas incroyable, j'ai déjà eu des boîtes j'ai déjà vendu 2 fois à plus de 100%. Donc sur ce portefeuille, aujourd'hui, je suis à plus 30% net de tous les frais avec tous les frais que j'ai eu de conversion de devises, de frais sur dividendes, de frais de transaction qui sont assez lourds. Donc l'expérience n'est pas encore concluante, ça fait que 1 an et demi que je suis investi. Mais bon, j'estime que c'est en très bonne voie. Et donc les deux baggers, donc c'est plus de 100%, c'est des baggers qui ont été réalisés en moins d'un an ou sur les 1 an et demi, tu peux nous donner un petit peu Ouais, plus de sans détails? mandat, non. Ouais, il y a un pic. Bah, j'ai partagé sur le forum, il y avait Samsung Control Climate. C'est un équipementier auto qui fait des radiateurs,
qui cotait, dont la trésorerie en fait était couvrait plus de 2 fois la valorisation boursière. Donc là, c'était pour une boîte rentable. Donc c'était un peu fou, mais il n'y avait pas de catalyseur. Et en fait, il y a une rumeur comme quoi ils allaient faire des refroidisseurs pour des GPU Nvidia ou toute la mode IA pour aller dans les data centers. Donc là, le cours s'est un petit peu réveillé. Et même si c'était encore très décoté, je me suis dit, il y a quand même une vibe, un effet hype, mode. Il y a un gros flux forum coréen, etc. sur une rumeur. Donc j'ai quand même pris des gains. Et ce qui est intéressant, je l'ai racheté récemment et je l'ai encore revendu. Donc en 1 an et demi, j'ai réussi à faire une fois un bagger et une fois derrière, je crois que j'ai fait plus 50, plus 60%. Donc en fait, c'est de la spéculation entre guillemets, mais c'est de la spéculation de type value parce que je suis très largement décoté sous la trésorerie nette. Et à la moindre bonne nouvelle, en fait, j'optimise l'effet hype pour céder. Je fais pas de sentiment, je sais que c'est encore décoté, mais il y a tellement de potentiel, tellement de choses à faire sur le marché courant. Je m'embête pas si je vois qu'il y a eu plus 50% en 3 semaines, je largue, Prends du même s'il y a bénéfice. des frais, même s'il y a des choses. Ouais, en fait, tu fais de l'arbitrage assez, j'allais dire assez classique en te disant, bah, tu regardes le potentiel un peu partout, et puis si tu vois qu'il y a pas une aberration de marché, mais en tout cas une boîte qui monte de manière complètement dispendieuse sur quelques semaines parce qu'il y a une rumeur, bah, en fait, tu préfères prendre tes bénéfices et réallouer à une boîte qui va être encore plus décotée et donc profiter de cette profondeur de marché-là. Euh, Ouais, c'est peut-être pas value, mais je profite en fait du pic parce que je sais que très bien il y a un effet soufflé et après ça peut descendre aussi vite que c'est monté. Je l'ai vu sur plusieurs boîtes. ouais. Donc même si c'est encore très décoté, je prends mes gains et je passe à autre chose. Et justement, on en avait parlé un peu ensemble en off. On voulait peut-être faire un point sur une action un peu spécifique dont tu as parlé assez récemment. Alors, je m'excuse pour nos amis coréens qui me verront prononcer cette boîte probablement de très mauvaise manière, mais COE Construction. Est-ce que tu peux nous parler de ce promoteur immobilier, cet acteur du BTP coréen? Ouais, c'est un acteur du BTP qui fait de la promotion immobilière et qui est valorisé en moins de 2 fois ses bénéfices. Donc c'est pas des bénéfices exceptionnellement élevés, si c'est des bénéfices récurrents sur plusieurs années. C'est valorisé aujourd'hui, je regarde les ratios hein, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais ils sont tellement décotés que j'ai envie de donner des ratios exacts. PER de Euh, c'est 2,6, non? valorisé, c'est valorisé 0,36 fois les fonds propres. Le multiple de fonds propres, le multiple de bénéfices, c'est 2,8 fois. C'est valorisé 0,26 fois les ventes, les chiffres d'affaires. C'est un EV sur EBITDA de 0,26, donc ça vaut presque la trésorerie nette, en sachant que ils ont un portefeuille d'actions, on revient un petit peu sur les problématiques japonaises. Ils ont un gros portefeuille d'actions américaines, un petit peu coréennes sur les puces et très fortement américaines. Et c'est assez étonnant, c'est la première fois que je vois ça sur l'ETF SOX. SOXX, donc l'ETF américain des semi-conducteurs. Donc ils ont une très grosse participation là-dedans. Et juste le portefeuille d'actions ça couvre plus de 30% de la valorisation boursière. Et si tu ajoutes toutes les participations, donc pas que actions, mais toutes les boîtes mises en équivalent, etc., tu es au niveau de la valorisation boursière actuelle. Donc pour te dire, donc, tu décotes sur les flux, tu vaux 2 fois, deux fois les PE, en sachant que les bénéfices, en fait, sont largement inférieurs au flux, parce que t'as pas de capex dans ce genre de boîte. Donc en fait, t'es valorisé moins de 2 fois les free cash flow. T'as une décote sur les fonds propres, t'es presque valorisé au niveau de la trésorerie et t'as un gros portefeuille d'actions. Donc t'as beaucoup de leviers pour aller chercher de la valeur, t'as beaucoup de choses à débloquer. Et maintenant, je suis en position entre guillemets d'attendre qu'il se passe quelque chose, tout en voyant que depuis quelques années, il y a plus de rachats d'actions. C'est la boîte dont je te parlais tout à l'heure. Il y a 16% des bénéfices qui sont distribués aux actionnaires en 2024, 2 tiers sous forme de rachat d'actions, un tiers sous forme de dividendes. Donc là, c'est très bon. Petit souci, c'est que pour l'instant, les actions rachetées sont pas encore annulées. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Je préférais qu'elles soient annulées plutôt que octroyées au management ou utilisées pour faire des opérations de croissance externe. Ça serait un bon signe d'annuler ces actions. Et qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus si t'as des Petite questions. question. Tu parles un petit peu du management. Est-ce que tu peux nous parler de l'engagement du management et de l'actionnariat, comment il est formulé? Ouais, en fait, t'as une boîte qui appartient à la famille, qui est aux commandes, qui a 20% du capital, et je crois que le management en place, la famille, elle a encore 20%. Donc, c'est un peu verrouillé par la famille. T'as un flottant qui est de 30%. Donc là, t'as une petite problématique aussi des intérêts des minoritaires. Donc, faut vraiment, à mon avis, que les réformes viennent
viennent par le gouvernement et par des incitatifs parce que eux, ils ont pas grand intérêt à faire quelque chose, sauf à valoriser leurs actifs et ils veulent le faire one shot, mais sinon ils vont pas faire grand chose, je pense. Donc il faut que ça soit vraiment des réformes institutionnelles, gouvernementales qui poussent. Et on en parlait tout à l'heure, je pense que je vais faire une petite lettre, quelque chose de simple, un courrier pour leur proposer quelque chose. Ça va me coûter une petite heure de travail pour leur demander de faire un plan de gestion à 3 5 ans, faire un site institutionnel IR, Relation Investor en anglais, et aussi de préciser ce qu'ils veulent faire sur la gouvernance, sur les retours aux actionnaires. Juste ça, et puis on va voir ce que ça donne. Et je le précise, puisque tu l'as indiqué dans le forum, tu es à plus 25% avec la monnaie coréenne en 4 mois. Donc sans dire que le titre décolle, en tout cas il frémit. Et donc les choses sont déjà en train de se passer. Pour le coup, tu le citais, les actions sont déjà en train, alors, on va dire tranquillement d'être mises en place. Mais le marché bouge déjà et tu en parlais sur la prise de valeur de ton portefeuille sur les 1 an et demi. Ouais, bah faut savoir, la bourse coréenne, le Kospi, l'indice phare coréen, il fait plus 30% depuis le début d'année. Donc je sais pas quelle est là-dedans la part de l'effet tech US, microprocesseur, parce que c'est un pays qui est très axé technologie, Samsung, etc., Incs, la boîte de microprocesseurs, puces, et aussi le côté réforme en cours et des codes qui se réduisent. Donc il doit y avoir un mix un peu de tout ça, mais 30%, je pense que on doit pas pouvoir se tromper en disant que ça doit être dans le top 3 des indices boursiers nationaux les plus performants depuis le début d'année. Justement, est-ce que ça pourrait faire partie des limites que ces actions coréennes, là on parle d'un acteur dans le BTP, dans l'immobilier qui prend un indice finalement sur les semi-conducteurs, on peut se dire que c'est complètement incohérent. Est-ce que c'est pas une crainte qu'on peut avoir justement sur le fait que demain si le marché Bah s'est... ouais, en termes de gouvernance, c'est limite, tu dis quelle est leur compétence ou leur savoir-faire en sélection d'actions tech US. Ils sont investis, par exemple, là j'ai vu qu'ils ont cédé leur action Nvidia, tant mieux, ils ont pris des gros gains. Ils ont cédé leur Microsoft, etc. Ils ont cédé Tesla, mais ils ont acheté du Palantir. Donc ils sont très axés techno US à côté de leur métier de BTP qui est très terre à terre, très industriel, entre guillemets. Donc bon, c'est bien, hein, ça donne une option gratuite très orienté tech, mais tu peux te demander qu'est-ce que ça vient faire. Moi, je préférais qu'il liquide une partie de ce portefeuille, qu'il fasse un gros dividende ou un gros rachat d'actions, plutôt que de partir sur des choses qui... Je préfère que ce soit moi qui alloue mon propre capital, plutôt que ce soit eux qui allouent le capital des actionnaires. Surtout ils ont un métier qui fonctionne bien, ils maîtrisent bien, ils ont un RO de 12-13% depuis quelques années. Pourquoi s'embêter à faire ça? Ouais. Donc à suivre pour le marché coréen, mais en tout cas très prometteur. Et tu nous donneras les infos si tu leur envoies la lettre. Ça pourrait être pourquoi pas le futur Kein, qui est l'action activiste qu'on a fait avec les deux basses au Japon, version Corée. Ouais, je pense que j'y vais pas aussi loin, mais on va mettre en copie, je vais rendre public sur le forum cette boîte là, COE Construction. Comme ça, vous allez pouvoir voir les ratios, c'est assez bluffant pour une boîte qui fait plus de 200 millions d'euros de capitalisation, c'est quand même, c'est assez étonnant. On le rappelle, tu donneras les infos sur le forum, donc forum.dobas.com pour l'accès aux membres. Ouais, et je pense que tu mettras le lien en description, comme ça, même ceux qui sont pas abonnés pourront voir de quoi on parle. Exactement. Donc le marché coréen qui est potentiellement le futur marché japonais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce marché-là vous intrigue, vous intéresse. Et encore une fois, ce que Franck vous a indiqué aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat. Faites évidemment vos recherches. Il vous partage simplement ce sur quoi lui travaille au quotidien. Et Franck, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci César, à bientôt, ciao.